La majorité des patients hémophiles en Afrique n'ont pas eu de traitement et donc l'accès à cette thérapeutique est indispensable, vraiment indispensable. Je me réjouis de partager avec vous le témoignage de Laurent Frenzel dont vous venez d'entendre un extrait. Ce médecin hématologue est engagé en faveur d'un meilleur accès aux soins et aux traitements dans les pays émergents, l'Afrique en particulier. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie, ainsi qu'à leurs proches et aux soignants qui les accompagnent. Dans ce 5e épisode de la saison 2, nous allons parler des programmes d'aide humanitaire dans les pays émergents. Dans le monde, on estime en effet que 3 personnes vivant avec l'hémophilie sur 4 n'ont pas accès à des traitements, ou alors partiellement. Je rencontre le docteur Laurent Frenzel alors qu'il s'apprête à partir à Conakry, en Guinée, ou plutôt repartir puisque c'est sa 2e mission sur place. L'hématologue et son équipe y ont déjà posé les premiers jalons visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients sur place. Je suis médecin hématologue depuis déjà plus de 10 ans. Je m'occupe de plusieurs choses en hématologie, d'oncohématologie, mais également de l'hémophilie. Et ça fait déjà plusieurs années dont je suis le responsable d'un des centres de traitement de l'hémophilie en France. Vous êtes aussi à l'initiative de programmes de jumelage. En quoi ça consiste ? Le jumelage, c'est une sorte d'accord, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, entre un hôpital d'un pays émergent avec un hôpital français, par exemple, où on se propose, on s'engage en tout cas à les aider. Ça fait déjà plusieurs années en fait que ces programmes de jumelage ont été démarrés, on va dire effectivement depuis au moins une dizaine d'années. On a la France, mais il y a également d'autres pays qui proposent ces programmes de jumelage. En France, on va surtout proposer aux pays francophones de travailler avec nous pour différentes raisons, bien sûr, mais avant tout la langue, bien entendu. On travaille avec plusieurs pays d'Afrique, le Sénégal, le Mali, et tout récemment également, on a mis en place un partenariat avec la Guinée-Conakry. On est parti en mission humanitaire il y a quelques mois, donc c'était en Guinée-Conakry pendant plusieurs jours, avec une équipe complète, médecins, biologistes, kinésithérapeutes, et également ce qu'on appelle des patients ressources, ou des familles ressources en fait, qui ont pu effectivement nous accompagner. Et c'était vraiment très important d'avoir cette complémentarité pour pouvoir rencontrer bien sûr l'équipe soignante, mais également les familles et les patients sur place en Guinée-Conakry. Racontez-nous, si vous voulez bien, votre arrivée sur place à Conakry. Alors, notre arrivée, c'est vrai que c'est un peu très bien accueilli, bien entendu. Les gens nous attendaient, donc étaient très contents de nous voir pour effectivement qu'on puisse leur proposer bien sûr des aides, donc très accueillant. L'arrivée sur l'hôpital même de Conakry, qui est un hôpital universitaire, c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît, en tout cas des hôpitaux universitaires en France, c'est sûr que le changement est là. Ça c'est évident. Ils n'ont absolument pas du tout les mêmes ressources que nous, que ce soit en termes d'hospitalisation, de lits d'hospitalisation. Pour un service d'hématologie, par exemple, ou en France, dans un CHU, on aurait des services qui sont ultra stérilisés, ultra protégés. Là, il s'agit juste de brancards un peu dans les couloirs, avec simplement un rideau pour séparer effectivement les patients. Donc, juste pour imaginer un peu la prise en charge des patients en hématologie dans ce pays. Le chef de service d'hématologie, il est un peu pas seul, mais il a effectivement une équipe un peu d'interne, mais c'est lui qui effectivement fait le suivi des patients en hématologie, hémophilie, mais également l'oncohématologie. C'est vrai qu'il a une charge de travail qui est impressionnante et il fait bien sûr ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose localement. Même par exemple, simplement pour faire une prise de sang, pour faire une analyse des globules, par exemple faire un hémogramme, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas se le permettre parce que les patients doivent payer chacun séparément de l'hospitalisation. Tout ce qui est examen biologique, alors chez nous, c'est quelque chose d'en routine, en fait, on les fait tous les jours. Là-bas, clairement, il faut vraiment se poser, réfléchir à l'indication et proposer aux patients, en tout cas aux personnes qui peuvent malheureusement se le payer.
Le chef d'hématologie donc sur place, il fait vraiment le maximum. Il est voilà complètement dévoué à ses patients et très bien. Donc il voit énormément de personnes. Lui, il fait avec ses moyens locaux. Moyens locaux, comme je disais, rien que pour la biologie. Donc on sait qu'en hématologie, la biologie est très importante, bien entendu, mais surtout en termes de traitement. Bien sûr pour l'hémophilie, mais également pour d'autres prises en charge en oncohématologie. C'est vrai que l'accès au traitement est extrêmement limité. Ce qu'il me disait, notamment cet hématologue qui est responsable donc du service d'hématologie sur place, il avait pu venir plusieurs mois, voire années, se former en France. Et c'est vrai qu'il a vu la différence quand il est rentré en Guinée-Conakry, et il essaye de faire tout ce qu'il peut pour justement recueillir des fonds, travailler avec des associations pour qu'ils puissent justement avoir accès à peut-être pas à tous les traitements qu'on pourrait avoir en France, mais au moins une partie de ces traitements. Quel est l'état de santé des personnes vivant avec l'hémophilie sur place? Est-ce qu'on a une idée de leur espérance de vie? C'est difficile d'imaginer l'état de santé des patients hémophiles sur place, mais c'est vrai que leur état de santé articulaire est déjà effectivement en général très avancé dès le plus jeune âge. Ce que nous, en tout cas, dans les pays industrialisés, on ne voit pas, du fait du traitement qui a été mis en place très précocement, qui permet de protéger les articulations. Et d'autre part, l'espérance de vie d'un patient hémophile en Afrique, est-ce qu'elle est diminuée? C'est compliqué, mais probablement, parce que c'est vrai qu'ils sont à risque de faire un accident de la route, ce genre de choses. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de traitement, on ne peut pas les traiter. Et malheureusement, le risque d'hémorragie est important, et notamment certaines hémorragies avec un risque vital engagé, oui. Le premier objectif de cette mission, déjà, c'est donc d'améliorer le dépistage? L'amélioration du dépistage dans ces pays, oui, effectivement, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que l'hémophilie, bien sûr, c'est une maladie génétique, ça on le sait, mais on connaît la prévalence globalement dans chaque pays, puisque la prévalence elle est identique en fait dans tous les pays du monde. Donc on sait à peu près combien de patients on devrait effectivement connaître dans un pays donné. Or, quand on regarde effectivement le nombre de personnes connues pour être hémophiles dans les pays émergents comme les pays africains, on est largement en deçà en fait du chiffre attendu. Donc ce dépistage, oui, est vraiment important pour effectivement repérer, diagnostiquer et bien sûr suivre et traiter ces patients dans ces pays émergents. Cette prévalence de l'hémophilie dans la population générale, elle est à peu près identique dans tous les pays du monde. On est à peu près dans l'ordre de 10 pour 100 000 habitants, à peu près, en termes de prévalence. Or, dans les pays africains, donc on est clairement pas du tout effectivement dans ce nombre-là, comme on pourrait l'être, par exemple, dans les pays européens ou les pays de l'Amérique du Nord. Donc ce qu'on doit en conclure, ce n'est pas qu'il y en a moins, mais c'est qu'ils sont moins dépistés. On en conclut que, bien entendu, qu'ils ne sont pas moins, non, ils sont moins dépistés. Justement, et c'est tout le programme du dépistage, d'améliorer ce dépistage dans ces pays-là, c'est de repérer, diagnostiquer et de pouvoir prendre en charge ces patients qui sont pour l'instant dans la nature, qui ne sont pas suivis ou pas connus en tout cas par les médecins sur place. Le dépistage, il y a plusieurs objectifs, mais c'est de pouvoir effectivement les détecter, de pouvoir diagnostiquer, déjà rien que diagnostiquer, parce qu'une majorité de ces patients, il faut imaginer que l'Afrique, bien sûr, il y a une partie des personnes qui habitent en ville, mais une grande partie qui habitent également à la campagne, parce qu'on a les villages, et c'est des villages qui sont en général assez excentrés. Ce qui explique aussi probablement la difficulté pour les repérer. Ces patients, ils existent, mais ils sont dans la nature et ils sont tout seuls, en tout cas ils ne sont pas pris en charge comme ils devraient l'être. Il faut imaginer aussi que dans les villages, là où les patients habitent, il y a un sorcier. Alors ça peut paraître souvent un sorcier, oui, un sorcier. Mais le sorcier, c'est un peu comme le médecin généraliste du village, qui effectivement, dès qu'il y a un petit problème, on va le voir pour essayer de trouver une solution. Or, moi j'ai eu effectivement, quand on était là-bas, sur des histoires de famille assez catastrophiques malheureusement, avec ces problèmes de sorciers, où des enfants qui étaient petits ont eu des hémorragies importantes, sont allés voir le sorcier, ils ont fait traîner, puis malheureusement ça s'est souvent un peu mal fini. Donc, à partir du moment où on veut travailler, on veut essayer d'aider en tout cas les personnes vivant en Afrique, cette notion de croyance est vraiment importante à prendre en compte pour justement essayer de s'adapter par rapport à ça. Quelles actions menez-vous sur place pour promouvoir ce dépistage? Pour pouvoir justement promouvoir ce dépistage, plusieurs choses peuvent être faites. Alors, tout d'abord, on a eu la chance, lors de notre passage, de passer sur une émission de santé sur la télé locale, qui est largement regardée. Donc, on a passé effectivement plusieurs minutes donc, à discuter et de présenter en fait notre programme et notre mission. Après, ce dépistage nécessite aussi des outils. Alors, quels outils? C'est les outils biologiques. En fait,
L'hémophilie ou toutes les pathologies hémorragiques liées à des problèmes de coagulation nécessitent une prise de sang pour justement regarder cette coagulation. Or, par exemple, pour l'exemple de la Guinée-Conakry, ces outils n'existaient pas. Et ce qu'on a apporté, on a amené une machine qui permet justement de réaliser ces dosages. La biologiste qui nous a accompagnés a également passé sa semaine à former les biologistes sur place à l'utilisation de cette machine en routine pour pouvoir justement dépister ces patients. Il ne faut pas imaginer que c'est des dosages très rares qu'on fait très peu en France. En fait, c'est vraiment des dosages de routine qu'on fait, par exemple, avant chaque chirurgie pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'hémostase. Rien que ces dosages-là ne pouvaient pas être faits en fait, sur place par manque de l'outil dont on a besoin pour le faire. Et on a mis ça en place. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de patients qui ont pu être dépistés depuis votre passage ? Depuis notre passage, il y a probablement plusieurs patients qui ont pu être dépistés. Après, d'avoir un nombre précis, c'est difficile. On va rester global à peu près sur plusieurs dizaines de patients qui ont pu, en tout cas, bénéficier de cette technique et justement d'être diagnostiqués avec un trouble de l'hémostase. Alors, est-ce que c'était de l'hémophilie? Pas forcément, mais on a effectivement, en tout cas, les biologistes sur place ont pu mettre en évidence certains défauts en tout cas, de problèmes de la coagulation grâce, en tout cas, à cette machine. Oui. Parlons de la circoncision, si vous voulez bien. La pratique de la circoncision, oui, elle est courante là-bas, c'est religieux avant tout, bien entendu. Et c'est vrai que dans le cadre de l'hémophilie, ça pose particulièrement problème. Pourquoi ? Parce que dans une famille dont on ne connaît pas le risque de transmettre l'hémophilie, avoir un garçon hémophile sans le connaître et le faire circoncire, c'est prendre un risque énorme. Et là, pareil, de retour d'expérience dans certaines familles, c'est vrai qu'on a eu effectivement des familles, un papa notamment, qui nous racontait que ses 2 premiers enfants, malheureusement, étaient décédés suite à une circoncision avec une hémorragie massive dans les suites. C'est vrai que sans traitement, faire une circoncision chez un garçon hémophile, c'est vraiment prendre un risque énorme. Tout l'intérêt aussi de pouvoir apporter des traitements et de pouvoir peut-être effectivement bénéficier de la circoncision, mais dans de bonnes conditions pour ces patients hémophiles. Donc l'accès au traitement est, dites-vous, indispensable ? Alors les traitements, c'est quelque chose bien entendu de très important. Juste un peu pour se faire une idée, en général, les patients hémophiles, en tout cas dans les pays industrialisés comme en Europe ou comme en France, ont accès au traitement et ont souvent effectivement un besoin d'injection, par exemple 2 à 3 fois par semaine. Il faut imaginer qu'en Afrique et notamment en Guinée-Conakry, l'accès au traitement est exceptionnel. Donc, ils ont quelques doses de traitement qu'ils utilisent lors de situations plutôt gravissimes ou en tout cas de risques hémorragiques importants. Mais la majorité des patients hémophiles qu'on a rencontrés en Guinée-Conakry n'ont jamais eu de traitement en fait, de leur vie, par exemple de concentré en facteur de la coagulation. Et donc l'accès à cette thérapeutique est indispensable, vraiment indispensable. Après, ça demande beaucoup de travail d'éducation thérapeutique. Beaucoup pourquoi ? Parce que ces traitements vont s'administrer idéalement plusieurs fois par semaine. Sauf qu'il faut imaginer, notamment pour les patients qui habitent dans des villages, pour venir donc au centre hospitalier, ils mettent 1 voire 2 journées de voyage. 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas possible. Donc, tout l'objectif d'une partie de l'éducation thérapeutique, c'est de pouvoir former les familles ou les patients à pouvoir s'administrer. Mais faut-il encore avoir le traitement ? Lors de notre premier passage, il y avait quelques doses de traitement uniquement disponibles au CHU. Et donc, depuis notre passage, comme on a pu un peu identifier le nombre de patients et le nombre de traitements qui seraient effectivement nécessaires pour les traiter correctement, on a fait, via à ce moment-là, l'Association mondiale des patients hémophiles, la WFH, une demande d'accès à certains traitements. Et depuis quelques jours, 1 ou 2 semaines, ces traitements sont enfin arrivés en Guinée-Conakry. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ce qui va nous permettre, quand on va revenir dans 1 mois, de pouvoir justement commencer un peu cette éducation et de commencer à traiter en fait ces patients hémophiles. Quels sont les bénéfices escomptés ? Avant tout, le traitement permet de protéger les articulations. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle les hémarthroses, les saignements. Et c'est vraiment la répétition de ces saignements qui, malheureusement, va endommager de manière irréversible les articulations. Quand on a vu effectivement plusieurs dizaines de patients hémophiles lors de notre première venue il y a quelques mois, c'est vrai que l'état articulaire, malheureusement, de ces patients est déjà assez avancé. Je m'en souviens très bien d'un jeune enfant qui avait 10 ans, qui était venu avec une cheville complètement bloquée du fait des saignements à répétition. Ils expliquaient que oui, c'est parce qu'il jouait au foot, mais en même temps, lui, jouer au foot, c'est la seule chose qu'il avait dans sa vie, de jouer avec ses copains dans la rue. Et c'était compliqué pour lui de ne pas jouer au foot. Et donc, il continue à jouer au foot. Et c'est vrai que quand on voit l'état d'articulation à l'âge de 10 ans,
c'est vrai, c'était un peu, voilà, c'est déjà un petit peu avancé. Mais même si effectivement l'état articulaire est déjà un tout petit peu avancé, de les faire bénéficier d'un traitement permettra quand même de protéger déjà les articulations abîmées, mais surtout les articulations qui ne sont pas abîmées. La prochaine mission est prévue dans quelques semaines, d'ici 3 à 4 semaines. Un comité un petit peu plus restreint que lors de notre premier passage. On va partir à 4 personnes avec, bien sûr, la biologiste pour continuer la formation des biologistes sur place. Ça, c'est vraiment indispensable. Une kinésithérapeute qui était déjà venue avec nous la première fois et pour tous les problèmes articulaires, ça va être très important de les faire travailler, de montrer des mouvements de renforcement musculaire qui va permettre déjà, dans un premier temps, de les améliorer sur le plan douleur, sur le plan mobilité. Et une infirmière de notre centre qui va pouvoir venir pour la première fois, elle n'était pas venue lors de la première mission, mais cette fois-ci elle vient. L'accessibilité et enfin d'avoir les traitements, on va pouvoir permettre de les traiter et l'expérience de notre infirmière sur l'administration du traitement et surtout sur l'éducation de la famille et des patients eux-mêmes sur l'auto-administration va être primordiale justement pour commencer à traiter correctement ces patients. L'idée de notre programme, c'est de pouvoir faire au moins 2 visites par an pendant les 4 à 5 prochaines années, si possible, donc régulièrement. Est-ce que ça suffit ? C'est jamais suffisant, bien entendu, mais en tout cas, sur tous les 6 mois, permettrait justement de continuer ce qui a été fait précédemment sur la mission. Et donc, on va espérer qu'on va pouvoir enfin voir des choses positives et des améliorations chez les patients qui, eux, vont le ressentir. Et je l'espère effectivement qu'on va pouvoir voir ça au fur et à mesure de nos différents passages. Dans le prochain épisode, je vous propose d'écouter le témoignage de Nathalie. Elle est maman de 2 garçons vivant avec l'hémophilie et membre clé de la super équipe partie à Conakry. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.